Bonjour à tous, vous avez très probablement déjà entendu parler de la notif de Marion. Et bien aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à la synthèse d'ester. Ouah, qui c'est qui m'a écrit une introduction aussi là? Si la vidéo vous plaît, pensez à lâcher un petit pouce vers le haut et à la partager c'est avec moi. vos amis. Bon. Et si vous ne voulez manquer C'était pas si mal finalement. cette chaîne, vous pouvez également vous abonner. Ça va aller. Cliquer sur la Allez, on cloche. garde. Vous pouvez suivre l'actualité de la chaîne sur le site internet dédié, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram et sur TikTok. Retrouvez tous les liens en description. Bon visionnage. Moi, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je me suis pas assis ici. Mais ça fait une éternité que tu t'es pas installé ici. Ah, je me disais aussi. Alors, dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur le pilote 43. Donc, pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas regardé la vidéo de visite guidée du pilote 43, je vous mets le lien là-haut. En fait, c'est un pilote qui est dédié à la synthèse d'ester, donc en l'occurrence ici de l'acétate d'éthyle à partir d'éthanol et d'acide acétique. Et la problématique de cette synthèse, c'est que c'est une synthèse qui est équilibrée, et donc on va essayer de déplacer dynamiquement l'équilibre par distillation. Alors la réaction chimique qui se met en place lorsqu'on mélange l'éthanol et l'acide acétique, c'est la suivante. On a de l'acide acétique, donc qu'on va noter ici ACOH, qui réagit avec de l'éthanol, que l'on va noter ici ET comme éthyle OH, et cette réaction donc est équilibrée avec la formation d'acétate d'éthyle, donc OO éthyle, et la formation d'eau. Alors lorsque l'on ne met pas de catalyseur dans ce mélange-là, la réaction se met en place de manière assez lente. Donc ici, on va pratiquer en présence d'un catalyseur acide, en l'occurrence de l'acide sulfurique, H2SO4, en quantité catalytique de façon à accélérer la réaction. Alors, vous voyez que c'est une stoichiométrie équimolaire, donc une mole d'acide acétique réagit avec une mole d'éthanol donne une mole d'ester. Alors, ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va essayer de déplacer en fait l'équilibre chimique vers les produits en prélevant ces produits par distillation. Alors, pour ceux qui auraient encore des petites lacunes en distillation, eh bien, je vous renvoie vers la playlist qui traite de ce sujet en détail, dont vous trouverez le lien ici, et dont vous trouverez également le lien en description de la vidéo. Alors dans le cas présent, on a un mélange de plusieurs composés, donc pas juste 2 comme on a pu le voir en cours, mais ici 4, 5 même si on tient compte de l'acide sulfurique. Et on va avoir des températures d'ébullition qui seront respectivement donc de 118 degrés Celsius pour l'acide acétique, 78 degrés Celsius pour l'éthanol, 77 degrés Celsius pour pour l'ester, et de 100 degrés Celsius pour l'eau. Alors, on voit qu'on a deux composés qui sont plus volatiles que les autres, à savoir l'éthanol et l'ester qui est synthétisé par la suite, mais qu'on a des températures d'ébullition qui sont relativement proches. Donc, a priori, on va dire stricto sensus, l'ester est censé se vaporiser plus facilement que l'éthanol et devrait normalement sortir préférentiellement, donc en priorité, au cours d'une distillation ici. Alors la particularité qu'on a dans le cas de ce mélange, c'est que les deux composés les plus volatiles, en l'occurrence l'éthanol et l'ester, forment en réalité un mélange azéotropique avec une température d'ébullition de l'azéotrope qui est d'environ 72 degrés Celsius et une composition d'environ 50% massique pour les deux composés mis en jeu. Donc lorsque l'on va faire bouillir ce mélange et que l'on va ensuite distiller les vapeurs donc, qui en sont issues, ce que l'on va voir apparaître en tête de colonne, eh bien c'est un mélange qui se rapproche très fortement de cet azéotrope 50-50. On va donc au cours de cette distillation appauvrir le mélange en ester, donc le produit, autrement dit ce qui va provoquer un déplacement de l'équilibre vers la formation d'ester, mais on va également appauvrir le mélange en éthanol puisque l'éthanol va être entraîné lors de l'ébullition avec l'ester, ce qui aurait plutôt pour effet de déplacer l'équilibre vers les réactifs. Donc, de façon à s'assurer que cette distillation s'accompagne bien d'un déplacement de la réaction chimique, de l'équilibre chimique vers la formation des produits, on va en réalité travailler dès le départ en excès d'éthanol,
de façon à s'assurer que le prélèvement d'éthanol qu'on réalise simultanément à celui de l'ester n'ait pas d'influence trop importante sur le déplacement d'équilibre et que ce soit bien le prélèvement d'ester qui permette en fait de déplacer l'équilibre vers la formation des produits. Donc normalement, si tout se passe bien, à la fin de cette première distillation, on va avoir prélevé la totalité de l'ester présent. Vu qu'on s'est placé en excès d'éthanol, on va avoir comme réactif limitant l'acide acétique et donc du coup, on va avoir consommé également la totalité de l'acide acétique présent dans le mélange réactionnel initial et on n'aura donc plus dans le réacteur que de l'eau, de l'éthanol et l'acide sulfurique qu'on avait mis en quantité catalytique au départ. Ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va procéder à une seconde phase de distillation, ce qui va nous permettre en fait de récupérer l'éthanol qui était présent au départ dans le mélange réactionnel. Donc on va distiller de nouveau ce mélange. La température de distillation en tête de colonne sera légèrement différente puisqu'on ne travaille plus sur le même mélange. Ici on va travailler sur le mélange eau-éthanol, donc on sera aux alentours de 78 degrés Celsius en tête de colonne au départ. Et puis on va prélever avec l'éthanol donc de l'eau. Une fois que la distillation de l'éthanol est terminée, la température en tête de colonne a basculé vers 100 degrés, ce qui caractérise le fait qu'on n'a plus que de l'eau dans le circuit de distillation, et à ce moment-là, on va procéder au refroidissement de l'ensemble du circuit pour récupérer dans le réacteur ce qu'on appellera le résidu de fin de réaction, qui devrait normalement, si tout s'est bien passé, ne plus contenir que de l'eau et l'acide sulfurique qu'on avait introduit au départ en quantité catalytique. On se retrouve donc ici normalement en fin de manipulation avec dans la première recette qui correspond donc à la première phase de distillation et qu'on va choisir comme étant le réservoir R82 sur le pilote 43, une phase donc organique composée d'éthanol et d'ester. On va ensuite avoir dans la seconde recette qui correspond à la seconde phase de distillation, donc ici ce sera le R81, un mélange eau-éthanol. Et puis on aura dans le réacteur, dans le A31 qu'on a rempli au départ, donc de l'eau et l'acide sulfurique qui restera donc en fin de réaction. Du point de vue de la caractérisation, on va en fait utiliser différentes techniques. D'abord, au niveau des réactifs, on va utiliser la densimétrie pour caractériser la solution d'éthanol qu'on a au départ. Ensuite, on va utiliser soit la densimétrie, soit la titration pH métrique pour déterminer le titre massique de la solution d'acide acétique. L'acide sulfurique, puisqu'il est introduit en quantité catalytique et qu'il n'est a priori pas récupéré à la fin de la réaction, on va se contenter en fait des informations qui sont données pour sa composition sur le bidon de réactif, ici donc ce sera du 95%. Et en ce qui concerne les produits, on va procéder pour le mélange ester-éthanol à une analyse densimétrique, pour le mélange eau-éthanol de nouveau à une analyse densimétrique, et pour le résidu, on va l'analyser par titration, puisque a priori tout ce qui reste dedans c'est de l'eau et de l'acide. Alors on procédera aussi, je reparlerai rapidement tout à l'heure, à un dosage pH métrique du contenu du réacteur une fois qu'on y a introduit l'acide acétique et l'acide sulfurique, et je vous expliquerai quand on fera le bilan de matière en quoi c'est intéressant de faire ce titrage. Donc petite parenthèse en ce qui concerne les techniques d'analyse, je vais pas m'étaler dessus ici, je vais partir du principe que vous les maîtrisez. Une des raisons à cela, c'est que j'aimerais bien faire quelques vidéos par ailleurs concernant ces techniques-là, donc je vais pas trop rentrer dans le détail ici. Je vais juste supposer que vous savez comment ça marche et comment vous en tirez en fait les valeurs intéressantes, à savoir les titres massiques qui nous intéressent ici. Donc lorsque je dirai qu'on fait l'analyse, vous verrez que je sortirai directement la valeur titre massique, qui est celle qui nous intéresse, sans évoquer le détail de comment c'est fait, puisque j'espère, comme je vous l'ai dit, j'espère bien pouvoir en parler dans une autre vidéo plus tard. Bien, donc on a fixé les objectifs de la manipulation, j'ai fait un petit rappel sur la chimie qui se trouve derrière la réaction qui est mise en jeu ici, également la technique de déplacement d'équilibre qu'on va utiliser, la succession des différentes étapes. Donc je vous propose de passer maintenant à la partie au cœur en fait de cette vidéo, qui est le bilan de matière sur cette manipulation, et qui n'est pas franchement évident la première fois qu'on le fait. Alors vous verrez que c'est pas extrêmement compliqué, il faut juste y aller vraiment pas à pas, et puis savoir exactement ce que l'on souhaite faire à chaque étape de calcul.
Moi, je vais faire un bilan de matière ici qui va être supposé être un bilan de matière tel qu'il va se dérouler lorsque vous allez réaliser la manip. C'est-à-dire qu'on va à chaque fois supposer qu'on a fait une étape, qu'on est en mesure de faire la mesure des propriétés physico-chimiques du mélange pour en obtenir de l'information et savoir ce qu'on a obtenu donc comme produit. Et du coup, on va s'appuyer sur ces valeurs-là pour déterminer quel est le prévisionnel à chaque fois sur l'étape suivante. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est en fait à, dans un premier temps, vous entraîner sur un cas qui serait un cas idéal, dans lequel on n'a aucune perte, dans lequel tout se passe de manière, voilà, vous êtes au pays des bisounours, tout se passe de manière idéale, et sur chaque étape, vous obtenez exactement le prévisionnel de ce que vous aviez envisagé. Et dans un second temps, vous essayez de refaire les mêmes bilans de matière, mais cette fois-ci sur un cas qui se rapproche davantage de la réalité, où ce que vous obtenez à chaque étape n'est pas exactement le prévisionnel que vous aviez calculé juste avant, mais est une version avec perte, donc vous avez un résultat qui n'est pas tout à fait celui que vous avez attendu, et il faut à ce moment-là donc tenir compte de ces écarts, et ça permettra entre autres de calculer les pertes qu'on a eues à la fin, et essayer de voir un petit peu à quel moment en fait la manip s'est bien déroulée, moins bien déroulée, où est-ce qu'on a eu des pertes, comment corriger ces pertes la prochaine fois, faire un petit peu le tour de plus une analyse critique en fait de la manip. Alors lors de la séance, je vous fournis donc une feuille de calcul que vous retrouverez sur l'article WordPress dans lequel sera référencée cette vidéo, donc je vous mettrai le fichier directement accessible en ligne. Vous pouvez le télécharger pour le remplir, donc vous verrez que c'est une fiche relativement dense en termes d'informations, donc vous la voyez apparaître sur le côté de l'écran là tout de suite. Donc c'est une fiche en fait qui a vocation à vous aider à organiser en fait les informations que vous collectez pendant les phases de calcul, de bilan de matière, de calcul de rendement, etc. Donc moi je vais suivre en fait la structure de cette feuille dans la démonstration que je vais vous faire ici, et surtout évidemment pour vous, pour le jour J de l'examen, ce qui sera important pour vous, c'est de savoir retrouver tout le cheminement, toute la démarche en fait qui permet de remplir toutes ces cases. Et je terminerai juste donc cette introduction en disant que vous êtes évidemment invité à poser vos questions, à faire des remarques en commentaire de la vidéo s'il y a des éléments qui vous semblent un petit peu obscurs, ce qui est tout à fait possible évidemment, et si vous avez besoin d'éclairage supplémentaire, n'hésitez surtout pas à mettre des questions en commentaire. Bien, donc je vous propose de passer au gros du sujet, à savoir le bilan de matière. Donc vous voyez ici s'afficher à l'écran le haut de la fiche que je vous ai proposé de récupérer sur le site WordPress. Bien, alors dans le cahier des charges que je vous donne en travaux pratiques, en fait les données qui vous sont fournies sont des données indicatives sur la composition des différentes solutions. Donc notamment ici vous avez l'éthanol qui vous est annoncé à environ 30% massique, sachant que en réalité la solution n'est pas à 30% massique, donc vous allez devoir en mesurer le titre précisément pour savoir sur quelle base vous partez. Et de la même façon, l'acide acétique ici vous est indiqué comme étant à environ 80%, et de la même façon vous allez devoir l'analyser, mesurer son titre effectif pour savoir comment vous décoller. Alors de ce point de vue, je vous le disais tout à l'heure, on ne va pas rentrer donc dans les détails des analyses ici dans cette vidéo. Au niveau de l'éthanol, donc c'est une analyse densimétrique, il n'y a pas trop de difficultés là-dedans. On fait une mesure de la densité, ça nous donne un lien direct avec le titre massique. En revanche, sur l'acide acétique, c'est un petit peu plus subtil, notamment on peut utiliser la densimétrie pour mesurer le titre de l'acide acétique, mais il se trouve que le titre de 80% correspond à un point de rebroussement en ce qui concerne la densité, et donc du coup il y a une petite astuce pour mesurer le titre de l'acide acétique par densimétrie ici. On peut également utiliser une titration pH Matrix qui a l'avantage de ne pas être impacté en fait par ce point de rebroussement. Alors ici, le cahier des charges vous dit qu'on doit partir d'une solution d'acide telle que cela représente 750 grammes d'acide pur. Voilà, donc ça c'est un point qui nous est fourni en entrée. Et vous allez mesurer ensuite, donc expérimentalement, le titre massique. Donc le titre massique, on va ici supposer qu'il a été mesuré à 84%. Donc ce 84%, c'est un pourcentage qui est obtenu expérimentalement, et ensuite, une fois que ce pourcentage est connu, on va pouvoir en déduire un certain nombre de choses. Donc ici, on ne va pas s'intéresser à la densité directement, ni au volume, voilà, ça on va laisser de côté. Ce sont des choses que l'on peut calculer, mais là, disons que c'est pas trop
ce vers quoi on veut se focaliser là tout de suite aujourd'hui. Donc 84%, on va pouvoir ensuite déduire la masse totale de solution à peser à partir de ces deux informations, puisque la masse totale qu'on a là va être égale à la masse d'acide divisée par la fraction d'acide au sein de la solution. Autrement dit, on va diviser par 0,84. Donc là, on obtient donc 893 grammes de solution à peser. Ça, c'est ce que l'on sait que l'on doit peser. Et puis, en fait, on fait la pesée. Et puis, c'est pas aussi précis qu'on le souhaiterait. Au final, on se retrouve à peser 910 grammes de solution, effectivement. Donc, étant donné que la donnée du titre massique, elle, n'a pas changé, hein, elle est toujours de 84%, on peut remplir la ligne du dessous. Donc, vous voyez que j'ai prévu une ligne cahier des charges, c'est-à-dire ce qui vous a été demandé de faire, et introduit, ce qui correspond en fait à ce que vous avez vraiment mis dans la solution. Donc ici, on a dit 910 grammes, 84%. Donc, comme tout à l'heure, on peut faire un petit calcul rapide qui va vous permettre d'obtenir la masse d'acide effectivement introduite. Donc ici, on va être à 764 grammes d'acide pur, équivalent pur. Et puis on aura donc du coup par différence 146 grammes d'eau. Alors à la place de ce qu'on aurait dû normalement avoir au-dessus qui était de 143 grammes. Donc cette masse d'eau on l'obtient simplement en faisant la différence entre la masse totale et la masse équivalente d'acide pur. Alors là-dedans, un élément qui va nous intéresser parce qu'on est dans le cadre d'une réaction chimique et donc on va devoir se baser sur la stoichiométrie pour prévoir la quantité notamment d'éthanol que l'on va utiliser et la quantité d'ester que l'on est en droit d'attendre derrière, eh bien on va calculer le nombre de moles d'acide auquel cela correspond. Donc la masse molaire de l'acide acétique est de 60 grammes par mol, donc on passe de la masse d'acide pur au nombre de moles d'acide en divisant simplement par 60, puisque c'est 60 grammes par mol. Donc ici, si on avait pesé les 750 grammes, on aurait normalement introduit 12,5 moles d'acide acétique. Ici, avec 764 grammes, on a environ 12,7 moles. Donc là, on a effectivement la ligne qui correspond à ce qu'on a introduit dans le réacteur A31, puisqu'on voit que cet ajout d'acide correspond à l'étape numéro 1, elle est introduite directement dans le réacteur A31. Ensuite, dans l'étape numéro 2, on va introduire les 75 grammes d'acide sulfurique concentré à 95%. Donc comme je vous l'ai déjà indiqué précédemment ici, on va simplement se baser sur le fait que le flacon indique 95% pour l'acide sulfurique. En réalité, la quantité d'acide sulfurique précise qui a été introduite n'est pas très importante et je vais en reparler juste après. Donc, on va supposer avoir effectivement introduit les 75 grammes, autrement dit la mesure effective expérimentalement, donc la mesure expérimentale de la quantité d'acide sulfurique introduit est de 75 grammes, avec un titre massique qui est donné par la bouteille, donc qui est de 95%. Voilà, donc ça nous donne, alors comme tout à l'heure, la densité, on ne va pas trop s'y intéresser là aujourd'hui, donc ça nous donne une masse en acide qui est égale à 95% de 75 grammes, donc là on déduit là ça de ça, donc on multiplie par 0,95 tout simplement. Voilà, donc ça nous fait 71, l'équivalent de 71 grammes d'acide pur, d'acide sulfurique pur. Et le nombre de moles correspondant, eh bien en fait on divise par 98, puisque on a une masse molaire de 98 grammes par mol pour l'acide sulfurique. Donc ici on est à 0,7 mol d'acide introduit. Alors la masse d'eau, c'est la différence entre les 75 grammes qui correspondent à la masse totale et les 71 grammes d'acide sulfurique pur, et ça correspond donc à 4 grammes ici. Donc voilà pour l'étape numéro 2. Alors l'étape numéro 3, c'est l'introduction de l'éthanol. Alors l'introduction de l'éthanol, je vous rappelle, se fait en deux temps. Vous allez d'abord charger l'éthanol dans le stockage situé dans la réserve R11, puis ensuite vous allez faire couler cet éthanol sous agitation dans le réacteur. Donc ce que l'on vous dit ici, c'est qu'on doit stocker 400% de la stoichiométrie correspondant à l'éthanol. Donc ici, on a 12,7 moles qui ont été introduits d'acide acétique dans le réacteur. Donc eh bien, on va charger 4 fois la stoichiométrie. Or, c'est une réaction 1 pour 1 entre l'acide acétique et l'éthanol. Donc il nous faut 4 fois
12,7 mol d'éthanol. Donc ça c'est le prévisionnel. Alors vous voyez que là on n'est plus sur le cahier des charges, on est sur le prévisionnel. C'est-à-dire que cette ligne vous permet de calculer ce que vous êtes censé faire. Donc ici on a dit 12,7 x 4, ça correspond au nombre de moles d'éthanol qu'on est censé mettre en haut dans la réserve R11, donc ça fait 50,8 moles d'éthanol. Alors, de ce nombre de moles d'éthanol, on peut en déduire la masse d'éthanol correspondante, puisqu'en fait, la masse molaire de l'éthanol est de 46 grammes par mol. Donc, ça nous fait 2337 grammes d'éthanol à charger. Alors, on a expérimentalement déterminé le titre massique de la solution d'éthanol. Alors ici, on va supposer que le titre massique qu'on a mesuré est de 27%. Voilà, donc 27% ici également. Donc on peut en déduire, comme tout à l'heure, c'est strictement la même technique, la masse totale de solution à introduire. On va simplement diviser la masse d'éthanol pur par le titre massique, enfin par la fraction en fait d'éthanol, donc 0,27. Et ça nous donne la masse totale qui est de 8655 grammes de solution d'éthanol. Alors on fait la manip et puis au final on a introduit 8700 grammes. On a réussi à être pas trop loin de la valeur qu'on s'était fixée au départ. Alors je vous rappelle, pour ceux qui seraient plutôt orientés chimie et qui seraient éventuellement en train de regarder cette vidéo, que quand on travaille sur des grosses quantités comme en génie des procédés, il n'est pas toujours simple de faire des mesures de masse très précises, notamment parce qu'on a des transferts qui se font par exemple, comme ici, sous aspiration, et que donc on n'a pas forcément réussi à aspirer la totalité, à la goutte près, de tout ce qu'on avait chargé dans le seau ou dans le bidon qu'on utilise pour faire l'introduction. Donc ici on a chargé 8700 grammes donc de solution d'éthanol, et du coup avec le titre massique, eh bien, on va pouvoir retrouver à quelle quantité d'éthanol pur cela correspond. Donc on fait comme tout à l'heure, on multiplie par 0,27. Voilà, et ça nous donne 2349. Donc 2349 grammes d'équivalent éthanol pur dans le milieu réactionnel. Autrement dit, on a introduit 51,1 mol d'éthanol. Alors, les masses d'eau ici, on les obtient comme tout à l'heure par différence entre la masse totale de la solution et la masse d'éthanol, ce qui nous fait respectivement 6318 grammes pour ce qui aurait dû être introduit et 6351 grammes pour ce qui a été effectivement introduit dans le stockage R11. Alors par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer que la totalité de ce qui a été stocké dans le stockage R11 va en fait couler dans le réacteur, puisque là, pour le coup, on peut par gravité couler la totalité de ce qui est stocké dans R11. Alors, une fois qu'on dispose de toutes ces valeurs, eh bien, on peut faire un calcul prévisionnel de ce qui est censé être présent dans le réacteur dans l'hypothèse où on aurait une réaction totale. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on a mis 4 équivalents d'éthanol dans le réacteur, ce qui veut dire que la réaction est limitée par la quantité d'acide acétique qu'on a introduite. Autrement dit, le réactif limitant étant l'acide acétique, si on suppose que la réaction est totale, eh bien il n'y a plus d'acide acétique et tout l'acide acétique a été converti en ester avec une stoichiométrie 1 pour 1. Donc on se retrouve naturellement avec un nombre de moles d'acide acétique qui est ici de 0, du coup une masse d'acide acétique qui est également nulle, et un nombre de moles d'ester qui est égal au nombre de moles d'acide acétique introduit, donc ici 12,7 mol d'ester. La masse molaire de l'ester est de 88 grammes par mol, donc en faisant fois 88, on va trouver la masse d'ester qui est a priori présente dans le réacteur A31 dans l'hypothèse d'une réaction totale. Donc ici on est à 1118 grammes d'ester. La masse d'acide sulfurique, donc c'est la même que tout à l'heure, elle n'a pas bougé vu que c'est un catalyseur, donc on a 71 grammes.
Ensuite, au niveau de la quantité d'éthanol, donc le nombre de moles d'éthanol qu'on va avoir dans l'hypothèse d'une réaction totale dans le réacteur après que la réaction a eu lieu, eh bien c'est le nombre de moles qu'on avait au départ, donc les 51,1, moins le nombre de moles d'éthanol qui a été utilisé pour la réaction chimique. Or, de nouveau, c'est une réaction stoichiométrique 1 pour 1, donc on a retiré de ces 51,1 moles les 12,7 moles d'éthanol nécessaires à la réaction chimique, ce qui fait qu'il nous reste 51,1 moins 12,7, ça nous fait 38,4, donc 38,4 moles ici d'éthanol. Alors comme tout à l'heure, on connaît le nombre de moles d'éthanol, la masse molaire de l'éthanol étant de 46, on peut en déduire la masse d'éthanol pur à laquelle ça correspond, autrement dit 1766 grammes. Donc 1766 grammes. La masse totale, elle, elle est simplement égale à la somme de toutes les masses qui ont été introduites, puisqu'on n'a pas eu de perte a priori pour l'instant. Autrement dit, les 8700 qu'on a ici, plus les 910 qu'on a ici, et les 75 qu'on a là, ce qui nous fait un total de 9685 grammes. Et par différence, c'est-à-dire en faisant la différence entre cette masse totale, la masse d'éthanol, la masse d'ester et la masse d'acide sulfurique, eh bien, on peut accéder à la masse d'eau présente qui est de 6730 grammes si j'ai pas fait d'erreur. Alors certains d'entre vous se diront mais c'est bizarre, cette masse d'eau présente elle n'est pas égale à la masse d'eau qu'on a introduite au départ, c'est-à-dire que là on avait dans l'éthanol 6351 grammes d'eau. Ici, on avait 646 grammes d'eau avec l'acide acétique et 4 grammes d'eau introduit avec l'acide sulfurique. Et si on fait la somme de ces trois valeurs, eh bien on n'obtient pas les 6730 grammes qui sont là. Non, parce que la réaction d'estérification, en l'occurrence, libère de l'eau. Donc du coup, non seulement on a ces trois quantités d'eau qui sont là, mais puisque là on a supposé qu'on avait réalisé la réaction de manière totale pour l'estérification, on a également 12,7 moles d'eau supplémentaires qui ont été ajoutés. Je vous rappelle que l'eau a une masse molaire de 18 grammes par mol, donc vous faites le calcul, vous verrez que normalement on retombe sur la même valeur. Voilà, alors j'espère que jusque là tout va bien, on a juste introduit les différents réactifs et ici on a un prévisionnel de la constitution du mélange dans l'idée où on aurait une réaction totale. Donc l'étape suivante, ça va être la première phase de distillation, on va commencer à sortir des produits. Donc pour cette première phase, c'est important que vous ayez bien assimilé cette première phase ici, cette première étape de mélange des réactifs. Alors il faut savoir que là, sur cette réaction-là, on n'a pas de moyen vraiment direct d'aller doser ce qui est présent dans le réacteur, notamment parce qu'on a une réaction qui est équilibrée. Donc imaginons un instant que vous souhaitiez doser l'ester, et bien si l'ester qui est présent ne résulte pas d'une réaction totale, ce qui est le cas ici puisqu'on a une réaction équilibrée, en fait en faisant le dosage, vous allez en fait déplacer l'équilibre d'estérification et du coup vous allez en réalité doser la totalité de l'ester présent alors qu'en fait ça ne correspondait pas à la quantité qui était effectivement présente dans le réacteur au moment où vous avez démarré le dosage. Voilà, donc pour l'instant la composition du réacteur reste à l'état d'hypothèse de travail. Bien, donc j'ai repris ici la feuille que l'on avait commencé juste avant, mais cette fois-ci j'ai scrollé un petit peu vers le bas, donc j'ai repris la ligne sur laquelle on était arrivé, et donc on a dit qu'on allait attaquer maintenant la première étape en fait de distillation. Donc l'objectif de cette étape de distillation, c'est de sortir l'azéotrope éthanol ester, dont on a dit que sa position était environ à 50% massique. Donc ça veut dire que normalement, puisqu'on va appauvrir essentiellement le mélange en ester plus vite qu'on ne l'appauvrit en éthanol, on devrait récupérer un mélange éthanol-ester plus pauvre que l'azéotrope. Donc, ce que l'on va faire, c'est un prévisionnel initialement. Alors pour ce prévisionnel, on va prendre une valeur en fait parfaitement arbitraire pour le titre massique de l'ester. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer qu'on a pour l'ester le titre massique qui correspond à l'azéotrope, donc ici 50%. Et du coup, on va déduire des valeurs qui sont au-dessus, et bien ce qu'on est censé obtenir dans la recette qui va accueillir cet azéotrope. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va supposer qu'on a réussi à distiller la totalité de l'ester qui avait été formé. Donc ici, ça correspond à 1118
grammes d'ester. Donc on aurait 1118 grammes d'ester ici, autrement dit 12,7 mol. Et du coup, la masse d'éthanol correspondante, eh bien, c'est simplement la même, puisqu'on a un titre massique qu'on a supposé être de 50%. Donc on aura également 1118 grammes ici d'éthanol. Alors, si on ne suppose pas un titre de 50%, mais par exemple qu'on prend 40, eh bien, il suffit de faire un petit rapport rapide, sachant que ces 1118 grammes correspondront aux 40%, donc vous pouvez faire 1118 divisé par 40, et vous multipliez par le complémentaire à 100%, autrement dit 60%, pour obtenir la masse d'éthanol. Alors, ces 1118 grammes d'éthanol correspondent à 24,3 mol. Et donc la masse totale qu'on est en droit d'attendre ici est de 2236 grammes. Donc comme tout à l'heure, ça c'est un prévisionnel, c'est-à-dire que ça vous donne une idée de ce que vous attendez à obtenir à peu près dans la recette. Autrement dit, si vous attendez à obtenir 2236 grammes dans le meilleur des cas, puisque là on a supposé qu'on était pile sur l'azéotrope, et que au cours de la distillation vous sortez 4000 grammes de distillat, eh bien c'est probablement que vous avez manqué quelque chose dans l'opération de distillation et que vous avez fait une erreur quelque part. Donc ça vous permet de cibler en fait un petit peu la zone dans laquelle vous êtes censé travailler, sachant que les virages au niveau de la fin de la distillation de l'azéotrope éthanol ester vont être essentiellement indiqués par la température en tête de colonne. Alors ici vous faites votre distillation, vous voyez que votre température en tête de colonne augmente jusqu'à 78 degrés. Là vous partez du principe que vous avez fini la distillation donc de l'ester, et puis vous mesurez la masse totale de solution que vous avez ainsi obtenue, et vous obtenez ici donc 2100 grammes de solution avec un titre massique mesuré de 41%. Alors ce titre massique, donc on le mesure par densimétrie, puisqu'on a un lien direct entre la densité de la solution éthanol, du mélange éthanol-ester avec son titre massique en ester. Bien, et donc de ces valeurs, on va pouvoir déduire ce qu'on a a priori dans ce mélange, à savoir que en faisant 2100 multiplié par 0,41, eh bien on obtient la masse d'ester ici de 861 grammes, ce qui correspond à, donc pareil, on divise par 88, ça correspond à 9,8 mol d'ester. Alors, comme on a 41% de 2100 qui correspond à l'ester, le complément sera de l'éthanol, donc on fait 2100 moins les 861 grammes d'ester, ça nous donne la masse d'éthanol qui sera ici de 1239 grammes. Autrement dit, on a prélevé 26,9 mol d'éthanol. Donc ça veut dire qu'on n'a pas obtenu la totalité de l'ester qu'on s'était attendu à obtenir. Alors, il peut y avoir plein de raisons à ça. Vous avez pu faire des erreurs de mesure dans les titres des solutions au départ, vous avez pu faire des erreurs de mesure dans les masses que vous avez introduites, vous avez pu éventuellement peser une certaine masse et puis ne pas faire attention et avoir laissé en fait une partie du liquide par exemple dans le réservoir, donc dans le seau ou le bidon lorsque vous avez aspiré ou lorsque vous avez versé. Vous avez pu malencontreusement oublier de fermer une vanne au début, observer un léger écoulement et puis refermer rapidement. Donc vous avez perdu une partie de la matière que vous aviez au début, ou, et c'est l'hypothèse qu'on va faire, c'est que en fait on a fait la distillation plus vite que la cinétique de la réaction d'estérification, ce qui fait qu'en fait tout l'acide acétique qu'on avait au début n'a pas pu réagir avant qu'on finisse cette étape de distillation ici. Autrement dit, on va supposer qu'on a de l'acide acétique qui est resté dans le réacteur. Voilà, c'est une hypothèse de travail. Évidemment, ça va jamais être... si ce scénario venait à se produire, en fait, ça serait pas un scénario strict, puisqu'après, on va poursuivre la distillation, et donc forcément, il y aurait de nouveau de l'ester qui va se former, voilà. Donc là, on va travailler dans un cadre. A priori, ça correspond à une possibilité parmi toutes celles qui peuvent avoir lieu réellement le jour J sur le pilote. Donc, si on fait cette hypothèse, dans le réacteur ici, il va nous rester tout ce qui n'est pas parti en fait dans la distillation azéotropique.
Autrement dit, on va se retrouver avec une masse totale qui sera égale à 9685 grammes qu'on avait là, moins les 2100 qui sont sortis. Autrement dit, on aura ici 7000, donc 585 grammes de mélange. Dans ces 7585 grammes, on va trouver, donc en ester, on a dit il n'y en a plus, puisque tout est parti avec la distillation. Par contre, on va se retrouver avec l'acide acétique qui, entre guillemets, n'a pas réagi. Donc l'acide acétique, ici, qui n'a pas réagi, bah, c'est le complément qui va de 9,8 à 12,7. Autrement dit, c'est 12,7 moins les 9,8. Ça vous fait 2,9 mol d'acide acétique. Autrement dit, ça correspond, vous faites multiplier par 60 puisque c'est la masse molaire de l'acide acétique, ça vous donne 174 grammes d'acide acétique. Alors, concernant l'éthanol, c'était un petit peu plus tricky puisqu'en fait, on avait initialement 38,4 mol d'éthanol qui étaient présents donc, dans la solution. Et de ces 38,4 mol, on en a prélevé 26,9 mol qui sont partis avec l'ester. Simplement, donc, logiquement, il devrait rester 38,4 moins 26,9 mol d'éthanol, sauf que il y a une partie de l'éthanol initial qui avait été combinée avec l'acide acétique pour former de l'ester. Et cet ester, on vient de dire que au final, il ne s'était pas formé complètement. Donc ça veut dire que l'acide acétique qui est là, donc les 2,9 mol d'acide acétique qui sont là, en fait, ont, lors de leur non-réaction avec l'éthanol, laissé présent en plus dans le mélange 2,9 mol d'éthanol. Donc, pour obtenir le nombre de mol d'éthanol dans le mélange, on fait 38,4 moins 26,9 plus les 2,9 qui sont là, et ça nous fait donc 14,4 mol d'éthanol, qu'on convertit en masse en multipliant par 46, puisqu'on est à 46 grammes par mol pour l'éthanol, et ça nous fait 662 grammes d'éthanol. L'acide sulfurique, 71 grammes, n'a pas bougé, et donc on obtient l'eau par différence entre la masse totale, 7585 grammes, moins 662 grammes d'éthanol, moins 174 grammes d'acide acétique, moins 71 grammes d'acide sulfurique, ce qui nous fait 6678 grammes d'eau. Voilà, donc après, au niveau des moyens d'analyse dont on dispose, on n'a pas une grande latitude. Donc généralement, quand vous allez avoir des grosses différences entre ce que vous aviez prévu d'obtenir et ce que vous allez obtenir, il va falloir faire preuve d'inventivité quant à l'interprétation de ce que vous avez obtenu. Donc ici, on a fait une hypothèse qui était la non-réaction de l'acide acétique avec l'éthanol, pour une portion de l'acide acétique, mais il peut y avoir d'autres raisons au fait que vous n'ayez pas tout à fait la même chose, notamment tout ce qui est perte, en fait, vous pouvez avoir des pertes, notamment dans les tuyauteries, qui permettent de faire la distillation, puisqu'en fait, ça représente un volume qui n'est pas tout à fait négligeable. Alors, une fois qu'on a fait cette première étape donc, de distillation, on va avoir une seconde étape de distillation au cours de laquelle on va distiller cette fois l'azéotrope éthanol eau. Et de la même façon, ici, le prévisionnel va correspondre à une distillation de la totalité de l'éthanol. Donc on va supposer que l'éthanol distillé correspond à ce qui est présent ici en solution, autrement dit 662 grammes pour 14,4 mol d'éthanol. Alors, ici, on a également un mélange azéotropique, donc on va supposer qu'on est à 90% massique pour la solution qu'on va distiller, auquel cas on est en droit d'attendre, donc 662 divisé par 0,90, ça vous fait 736 grammes de solution, de mélange. Et donc la masse d'eau correspondante, c'est simplement 736 moins 662, ça vous fait 74 grammes d'eau. Donc au final, vous réalisez votre distillation, et puis vous obtenez 867 grammes de distillat, avec un titre massique mesuré de 75%. Bon, c'est un petit peu optimiste, en général vous allez être plutôt en dessous. Et donc du coup, vous pouvez calculer ce que vous avez obtenu dans le distillat, à savoir ici en faisant 867 divisé par 0,75, vous obtenez la masse d'éthanol, donc 650 grammes. Et puis la masse d'eau par différence, ça va vous faire 867 moins 650, ça vous fait donc 217 grammes d'eau.
et un nombre de moles d'éthanol de 14,1. Voilà, alors vous voyez que de nouveau ici, expérimentalement, on n'a pas obtenu la totalité de ce qui était prévu qu'on obtienne. On a moins d'éthanol que ce qu'on avait prévu d'obtenir. Et donc du coup, il va rester dans le réacteur, notamment pour la partie refroidissement, une certaine quantité de chacun des réactifs. Alors ce qu'on va faire comme hypothèse cette fois-ci, c'est pas que l'éthanol est resté en solution, puisqu'on a atteint les 100 degrés en tête de colonne, et donc on a de bonnes raisons de penser qu'il n'y a plus d'éthanol du tout dans le mélange réactionnel. En revanche, ce qu'on va supposer, c'est qu'en fait, cet éthanol s'est évaporé à un moment ou à un autre, et qu'on l'a carrément perdu pendant la manip. Auquel cas, on va se retrouver donc dans le mélange réactionnel, dans le réacteur, avec 0 éthanol, ici. On va se retrouver avec, donc, en masse d'acide acétique, la même chose que ce qu'on avait juste au-dessus, hein, c'est-à-dire, je l'ai là, 174 grammes d'acide acétique, ce qui correspond à 2,9 moles d'acide acétique. Masse d'ester 0, mol d'ester 0. Masse d'acide sulfurique 71, on avait vu que ça correspondait à 0,7 mol d'acide sulfurique. La masse totale, eh bien, a priori, c'est les 7585 grammes qu'on a ici, moins ce qu'on a prélevé tout à l'heure, donc les 867 qu'on a là. Ce qui nous donne donc une masse de 6718 grammes. Et donc une masse d'eau qu'on obtient par différence, autrement dit 6718 moins la masse d'acide acétique 174 grammes moins la masse d'acide sulfurique 71, ça nous fait 6461 grammes d'eau. Alors maintenant on va refroidir tout ça, on va le sortir, le peser et l'analyser. Donc on va avoir une pesée au final de 6520 grammes, ici. Et on va pouvoir en fait doser par titrage ce qui reste d'acide acétique. Alors comment ça marche? Eh bien c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez tout intérêt à titrer par un titrage pH métrique le mélange d'acide acétique et d'acide sulfurique que vous avez fait au début. Alors faites attention, le mélange que vous avez au début, il est relativement concentré, puisque vous êtes au voisinage de 80, même un petit peu plus, parce qu'il y a l'acide sulfurique, donc 80% de titre massique, donc il va falloir diluer le mélange pour pouvoir le titrer avec le titrateur électronique dont vous disposez. Donc là, il faut diluer d'un facteur 4 à peu près. Là, vous avez un mélange qui est moins concentré, hein, puisque vous avez un titre massique en acide qui est beaucoup plus faible, avec 174 grammes pour 6700 grammes au total de mélange. Donc on est à 1/60e quasiment de titre massique. Donc là, il n'y a pas besoin de diluer, vous faites un titrage direct. Et ça vous permet d'accéder à la quantité totale d'acidité présente. Alors comme les 0,7 mol d'acide sulfurique, elles, normalement, n'ont pas bougé et sont toujours là, eh bien la différence que vous observez entre ce qu'il y avait au début et ce qu'il y a là, vous permet en fait d'accéder directement à la quantité d'acide acétique présente. Donc comme je l'ai dit, je ne vais pas rentrer ici dans le détail de comment vous faites ça, hein, le dosage pH métrique de l'acide acétique et de l'acide sulfurique. On verra ça, je pense, dans une vidéo séparée ultérieurement. Donc là, on va juste supposer qu'on a bien donc les 0,7 qui sont restés, plus une quantité qu'on mesure qui est de 0,9 mol d'acide acétique, ce qui correspond à une masse d'acide acétique présente de 54 grammes, hein, puisque je vous rappelle, il faut multiplier ici par 60 grammes par mol. Ester, donc on suppose toujours qu'on a 0. Ici, ça n'a pas bougé, on a toujours les 71 grammes, ça on vient de les mesurer. Alors c'est pareil, hein, on est sur une hypothèse, puisqu'en fait, il n'y a pas moyen avec le titrateur électronique de faire la différence entre, enfin disons pas avec la technique qui est utilisée là, de faire la différence entre le titrage de l'acide acétique et le titrage de l'acide sulfurique. Donc vous titrez globalement l'acidité du milieu, et vous avez une mesure globale. Donc voilà, et du coup ça vous permet d'accéder à la quantité d'eau qui est encore présente ici. Donc vous faites 6520, moins 54, moins 71, et ça vous donne du coup, hop, 6395 grammes. Voilà, donc on a fait ici le bilan total des différentes étapes en fait de cette manip sur le pilote 43, mais on n'a pas tout à fait fini le bilan global, l'analyse du bilan, et on va le voir juste après. Je vais remonter un petit peu le document pour faire la dernière partie qui correspond en fait à l'analyse notamment des pertes sur le montage.
Ok, donc dernière partie de l'analyse, c'est le bilan. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on a introduit, ce qu'on a récupéré, et puis on va calculer le rendement en ester. Donc au niveau de ce qui a été introduit, donc la masse totale qui a été introduite, eh bien c'est la somme des masses des trois composés initiaux, donc la solution d'éthanol, la solution d'acide acétique et l'acide sulfurique. Donc ça correspond, on a dit, à 8700 grammes pour la solution d'éthanol, 910 grammes pour la solution d'acide acétique et puis 75 grammes pour l'acide sulfurique, ce qui nous fait un total ici de 9685 grammes. Alors ça, on l'avait calculé déjà tout à l'heure, hein, puisque c'est la somme totale de ce qui était supposé être dans le réacteur avant qu'on commence à distiller. Ensuite, la masse du mélange ester-éthanol. Donc ça, c'est ce qu'on a sorti en ester-éthanol. On a mesuré donc expérimentalement 2100 grammes. Ensuite, la masse du mélange éthanol-eau, on avait 867 grammes de prélevé. Et la masse du résidu, on a trouvé 6520 grammes. Ensuite, on a éventuellement, alors c'est pas toujours simple à faire, donc au niveau de timing notamment, à vous de voir comment vous allez gérer ça, mais vous pouvez également collecter séparément les purges de l'ensemble de votre système pour les peser. Alors, si vous vous débrouillez bien, à la fin de la manip, si vous avez bien attendu d'atteindre les 100 degrés en tête de colonne, normalement, les deux canalisations qui vous permettent de faire la rectification sont remplies uniquement d'eau. Auquel cas, du coup, cette masse supplémentaire que vous allez sortir sera composée d'eau. Mais bon, voilà, c'est pas forcément le cas. Donc là, on va juste indiquer la masse de purge qu'on a obtenue. Donc là, on est... voilà, on a supposé qu'on était à 70 grammes. Alors, ce qui est un petit peu sous-estimé parce qu'en fait, il y en a un petit peu plus. Et masse des prélèvements, donc on a normalement fait 5 prélèvements, donc 4 prélèvements, pardon, donc on va dire qu'on a 20 grammes de masse de prélèvement. Ce qui nous permet d'obtenir les pertes totales pendant la manip, donc en faisant la différence entre ce qu'on a introduit au début et puis tout ce qu'on a mesuré comme restant ici, donc la masse des pertes, ça va être ici de 108 grammes. Voilà. Alors... Ne tenez pas compte de manière stricte de cette valeur-là, hein. Je vous rappelle, l'exercice aujourd'hui, c'était de vous expliquer comment vous faisiez les différentes étapes de calcul, comment vous les exploitiez. Si vous avez une valeur ici qui est très différente de 108 grammes, voilà, c'est pas grave, hein, c'est pas la valeur sur laquelle vous êtes censé tomber, c'est juste une valeur exemple. Et pour le rendement en ester, eh bien en fait vous n'avez pas forcément besoin de tout ça, puisque finalement le rendement en ester, vous l'avez déjà à la fin de la première étape de distillation, en divisant simplement la masse d'ester que vous avez obtenue. Donc vous ici, vous avez obtenu alors soit la masse, soit le nombre de moles, hein, vous utilisez ce que vous voulez. Donc ici, la masse d'ester qu'on a obtenue après l'étape de distillation était de 861 grammes. Donc on avait 861 grammes d'ester sur ce qu'on avait prévu d'obtenir, donc 1118 grammes d'ester. Et donc ça nous donne un rendement en ester estimé ici à 77%. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse sur une idée reçue qui est particulièrement fréquente, qui est qu'on calcule un rendement en faisant la différence de ce qu'on a obtenu sur ce qu'on avait mis au début. Alors oui et non. C'est-à-dire qu'un calcul de rendement dépend de ce que vous voulez montrer. Ici, par exemple, on a calculé le rendement en ester sur la base de ce qu'on avait prévu d'obtenir dans le cas où on aurait réussi à faire une réaction totale. Donc, si on avait converti la totalité des réactifs en ester et qu'on avait prélevé la totalité de cet ester, eh bien, normalement, on aurait obtenu 1118 grammes d'ester. Autrement dit, avec un résultat de 1118 grammes d'ester sorti, on aurait eu 100% de rendement. Mais ça ne correspond pas, évidemment, à la masse totale de ce qui a été introduit, puisque la masse totale introduite est de 9685 grammes. Donc si vous voulez calculer le rendement en ester relativement à la masse totale de réactifs que vous avez mise en jeu pour réussir à obtenir ce résultat, et bien là vous allez faire 861 grammes divisé par 9685 grammes en entier. Alors le contexte
dans lequel vous travaillez va déterminer la façon dont vous calculez le rendement. Par exemple, si vous, ce qui vous intéresse, c'est de mettre au point un procédé qui vous permet d'extraire un maximum de choses à partir d'une quantité de matière donnée, eh bien vous allez utiliser la quantité totale comme référence. Si en revanche, ce qui vous intéresse, c'est de voir si vous avez réussi à extraire la totalité d'une partie en particulier de l'ensemble, eh bien vous allez vous référer à cette partie-là. Donc par exemple, si vous vous référez à l'extraction d'huile essentielle, eh bien vous pouvez calculer le rendement en huile essentielle par rapport à la quantité d'huile essentielle totale présente dans le matériau que vous utilisez, par exemple des pétales de rose, auquel cas vous pourrez avoir des quantités très faibles d'huile essentielle extraite mais qui correspondent à des rendements très élevés. Ou si vous voulez vous référer à la quantité totale de matière que vous avez utilisée, et bien là vous aurez des rendements d'extraction qui seront extrêmement faibles, et vous pourrez éventuellement comparer du coup la quantité d'huile essentielle que vous pouvez trouver dans différents types de matériaux. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile pour vous entraîner à faire ces bilans de matière. C'est vraiment quelque chose d'important pour le jour de l'examen, parce que ces bilans de matière en général sont des choses qui vous posent un petit peu problème, et vous n'avez qu'un temps limité pour réaliser les manipulations le jour de l'examen. Il ne faut pas que le fait de faire ces calculs-là soit un obstacle pour vous dans la réalisation en fait de la manipulation, puisque ça peut vous amener, si vraiment c'est un élément bloquant, eh bien au fait de ne pas réussir à terminer le TP, évidemment, ce qui est pour vous tout à fait préjudiciable le jour de l'examen. Donc par rapport à ça, j'ai qu'un seul conseil à vous donner, c'est de vous entraîner et vous entraîner encore à refaire et refaire ce bilan de matière, que ça soit quelque chose qui vous paraisse totalement fluide, naturel, et au cours duquel vous ne vous posez plus en fait de questions sur comment je fais ça, pourquoi je fais ça. Voilà, donc entraînez-vous, passez-y du temps, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires de la vidéo s'il y a des éléments qui vous posent problème, et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!